Faut pas trop que ça Pour bouge. pas que ça trop que ça grince. Voilà. Donc il est vrai qu'on reçoit, depuis qu'on est parti, depuis qu'on fait des vidéos, que ce soit même aussi sur Instagram ce qu'on poste, on reçoit énormément de questions, hein, diverses et variées, depuis qu'on est parti. Et c'est vrai que au travers de nos vidéos, on répond pas forcément tout le temps à ces questions. Et puis on a décidé de changer un petit peu, de faire une vidéo un petit peu questions-réponses. Donc ma chère et tendre a choisi déjà un premier on va dire panel de questions, et puis on verra si pourquoi pas après faire peut-être d'autres vidéos avec d'autres questions par la suite. Une première série de questions. Ouais, voilà, on va dire ça, une première série de questions. Alors, pour commencer, la question c'était qu'est-ce que vous avez prévu vraiment comme trajet? Alors, la question, on peut commencer par dire que on avait prévu de commencer par un tour d'Europe, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, effectivement, donc c'est ça, un tour d'Europe. C'était en fait, alors à la fois on s'était dit au début c'était un tour de chauffe. Oui, c'est ça. Avec Restez Stern, pas trop loin au cas où. au cas où. Et puis en fait, c'est plus devenu un tour de chauffe puisque très clairement, on devait au début aller, on va dire très vite. Et pour pouvoir tout de suite attaquer après, comme beaucoup font, hein, envoyer le camion d'Anvers à Halifax, Canada, et puis descendre les États-Unis, tout ça. Et puis on s'est découvert des endroits super sympas et en fait une richesse culturelle des pays d'Europe de l'Est, des beautés de lieux, tout ça. Donc du coup, on a décidé D'y passer plus de temps que ce qui était prévu initialement. Ouais, c'est vrai, très Globalement, clairement, très clairement. On prend plus de temps pour découvrir ces pays qu'on pensait pas autant apprécier pour vous en tout cas. Et, Parce que d'ailleurs, beaucoup nous disent c'est pas forcément très exotique, l'Europe, etc. Franchement, c'est très exotique et contrairement à ce qu'on peut penser, dans beaucoup de pays, on a trouvé énormément d'exotisme par l'architecture, les lieux visités, les montagnes, les criques qu'on a pu voir, les plages. C'est vrai que là, on est servi, on est vraiment content de ce premier trajet. Ouais. Après, la deuxième partie du trajet, c'est de revenir du coup du côté de la Belgique pour pouvoir traverser l'océan Atlantique et aller effectivement sur l'Amérique du Nord, traverser le Canada. Voilà, un peu d'USA, un peu de Canada, et puis redescendre par l'ouest américain probablement, et puis descendre Amérique centrale, Amérique du Sud. On aimerait bien pouvoir aller jusqu'à Ushuaia, avec des petites circonvolutions dans les pays en fonction de... Troisième étape, si tout se passe bien, c'est de passer de l'Amérique du Sud vers l'Australie et puis de terminer par l'Afrique du Sud et de remonter toute l'Afrique. Voilà le reste du trajet en prévision. Ensuite, autre question. Savez-vous ce que vous ferez après votre tour du monde? Bonne question. Non. Difficile à dire, je crois. Non, et puis alors c'est vrai, non. Au début, forcément, quand on fait ce genre de périple-là, je pense qu'on est toujours attaché à notre ancienne vie dans un premier temps. C'est pour ça qu'on parle toujours du temps d'adaptation. Et à peine on est parti, on dit c'est chouette, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et je pense qu'on a réussi, sauf faire de ma part, à se détacher de cette question. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on se projette à globalement une semaine, pas plus. Donc dire ce qu'on fera après, non, puisqu'on sait pas globalement où on sera dans une semaine. Alors on sait où on veut aller globalement, mais ce qu'on fera vraiment, on sait pas. Donc non, pour moi, personnellement, non, je pense plus à l'après en fait. Non, c'est ça, ouais. Voilà, on a plus de vision aussi lointaine pour le moment. En tout cas, on voit au fur et à mesure les choses, comment elles se présentent. Et ensuite, comment vous avez financé votre voyage? Ah oui, l'argent, ça. Ouais. Comment on a financé? Comme on l'a déjà dit, en fait, on a vendu tout ce qu'on possédait. Ouais, on a tout vendu. Il n'y a plus rien, plus aucune attache. C'est la vente de notre maison qui nous a permis de payer le camion et un petit peu plus. Donc, en gros, c'est nos économies et surtout la vente de la maison qui nous a permis de... Donc voilà, tout de suite, pour les détracteurs ou ceux qui vont forcément aller sur des commentaires qu'on peut avoir des fois pas forcément agréables, il faut savoir que on a quand même 40 ans passés tous les deux, vous le savez, et depuis qu'on travaille, donc ça fait maintenant un peu plus de 15 ans, en fait on est propriétaire, c'est ce qu'on a fait le choix d'acheter tout de suite. Et donc on avait une maison qui était aux 3/4 payée, mais qu'on finançait déjà depuis 15 à 20 ans. C'est ça. Donc c'est ça aussi, il faut le savoir.
c'est que c'est un projet qui nous plaisait depuis longue date et on n'est pas parti de tête baissée comme certains en disant tiens, on n'a pas forcément les fonds qu'on veut ou autre. On s'est dit on va attendre, il faut qu'on capitalise. La seule façon de capitaliser, c'est la maison. C'est ça. Et puis en capitalisant la maison avec les augmentations immobilières, c'est vrai, on habitait aussi sur Bordeaux. Par chance, le marché bordelais a augmenté, donc c'est vrai qu'on a pu vendre la maison convenablement. Mais voilà, ça faisait quand même presque 20 ans qu'on l'avait, donc voilà d'où vient en fait le financement du voyage. Alors un petit peu toujours dans le même domaine, est-ce que vous avez mis du temps et combien de temps vous avez mis pour préparer votre tour du monde? Lors d'un apéro. Alors la préparation, la décision, elle s'est faite en 30 secondes. Allez, 5 minutes. Non mais la préparation en elle-même... Non mais déjà la décision. Ouais, la décision... Parce que la décision, on n'a pas mis 20 ans, c'est qu'un jour t'es rentré, tu m'as un peu taquiné en me disant un allez, tour de monde, chiche. Donc j'ai dit vas-y, allez, je suis chiche. Donc effectivement, ça a pris 5 minutes. On en parlait déjà depuis quelques temps, mais c'est vrai que ça, c'était un peu toujours le rêve, plus tard, et puis à un moment donné, on a décidé d'acter les choses. Et la décision, au moment où on s'est mis à penser à ça, vraiment très concrètement, ça s'est fait en quelques minutes. Ouais. Après, la préparation du projet en elle-même, 2 ans et demi. Oui, alors la décision... Alors 2-3 mois, je pense, pour déterminer comment on voulait faire le voyage par rapport au véhicule. Oui. Après, il y a eu 2 ou 3 mois de discussion technique et après, il y a eu toute la mise en œuvre. Ouais. Donc 2 ans et demi, il faut savoir qu'effectivement, pour réaliser un bébé comme le nôtre, il faut compter entre 2 et 3 ans. C'est entre, au moment donné, la définition technique, la commande, la réception du véhicule, l'envoyer chez le carrossier. Le temps augmente en ce moment d'ailleurs. Ouais, le temps file énormément. Puis avec les ruptures de matière, tout ce qui s'ensuit, malheureusement, ça n'aide pas. Donc oui, il faut compter entre 2 ou 3 ans. Et donc pendant cette période de 2 ou 3 ans de réalisation de véhicules, on a pris le temps de mettre en vente la maison, de vendre... D'économiser. Indépendamment de la maison, des vacances plus light, moins de sorties. Ensuite, là on change un petit peu de sujet, c'est plutôt sur les enfants. C'est quoi les contraintes avec les enfants? Est-ce que c'est difficile? Bah oui, parce qu'il fallait faire le choix entre prendre des vélos ou les enfants. Donc bon... On a pris les enfants. On a pris les enfants, c'est pour ça qu'on est à pied. Non, les contraintes, moi je trouve pas qu'il y en ait tant que ça en fait. Je pense même qu'il n'y en a pas de contraintes. Avec les enfants, non, parce que très clairement, c'est pour eux qu'on l'a fait aussi ce voyage-là. Donc ça peut pas être la contrainte parce que ça fait partie d'une de nos décisions, c'est de dire on ne passait pas assez de temps avec nos enfants. Non, puis ils ont une grosse capacité d'adaptation, même surtout à cet âge-là. Bien plus importante que nous. Donc eux, ils voient qu'on est là, qu'on va bien, que ils ont à manger, ils peuvent jouer. Il n'y a rien d'autre pour eux qui est finalement problématique. Non, c'est vrai. Et puis ils sont très sociables avec les autres enfants. Il y a des rencontres des fois. Ils vont faciliter les rencontres, ils ont vraiment pas peur. Non, ils s'adaptent. C'est que du régal, vraiment pas de contraintes. Et puis honnêtement, ils vont pas se plaindre. Là, par exemple, ce matin, ça a été l'école comme on fait habituellement, manger, et puis là, ils sont où? Dehors en train de jouer. Voilà. Ensuite, est-ce que pour vous, ça a été dur de partir? Non. Non, la décision avait été prise, donc je crois que c'est toujours ça le plus difficile, c'est de prendre la décision à un moment donné, se dire allez, on y va. Après, une fois que la décision est prise, le reste découle. Il y a des choix à faire, c'est clair. Pas toujours des choix faciles, mais de dire que c'était difficile, je crois que non, on était vraiment heureux de pouvoir mettre en place au contraire ce projet. Donc il y a toujours des difficultés matérielles. C'est sûr que c'est pas simple tous les jours de faire le choix de partir. Non, et puis bon, il faut pas oublier quand même que pour nous, on a quand même vécu à l'étranger, t'as quand même beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Pour nous, c'était déjà en fait qu'une décision à prendre. Le plus difficile, c'était de tout quitter. C'était de dire, on vend la maison, on n'a plus de travail. C'était vraiment tout quitter, dire on vend la maison, voilà, on quitte tout. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Alors matériellement, non. Non, parce qu'on se rend compte on a même presque trop. On a presque trop. Il y a des choses qui nous semblaient indispensables à emmener. Ouais, qu'on a emmené. Alors heureusement, Stern pouvait l'emmener, mais en fait, on se rend compte que... Et c'est pour ça qu'on avait choisi un gros véhicule aussi, parce qu'on avait peur quand même un petit peu au départ justement de ne plus avoir toutes ces choses auxquelles on s'était habitué pendant les années où on était sédentaire. Et du coup, là, on s'était dit, il nous faut quand même un gros véhicule, on a besoin de plein de trucs. Et en fait, non, il y a des non, choses, parce qu'on vit beaucoup plus simplement. C'est vrai que par exemple, les gens disent ouais, mais comment vous faites avec les vêtements, garde-robe et tout. En fait, on se rend compte qu'on vit avec une paire de chaussures, on va dire, pour marcher, qui protège un peu le temps, et puis une paire de tongs, et que les paires, les petites sandalettes, les petits machins, les petits bidules, en fait. C'est sûr, j'ai plus mes petites bottes à talons. Bon, d'accord. Voilà, pareil, j'avais 2 ou 3 paires de baskets, voilà ce que j'aimais bien. J'avais 2 ou 3 chaussures un peu plus habillées. C'est sûr, mais finalement, ça manque pas sur le plan matériel. Non, c'est vrai. Après, sur le plan humain, c'est sûr que... les amis, un peu la famille, ouais, ça c'est bon. Les amis et la famille, alors c'est sûr qu'on a... Un petit coucou aux amis d'ailleurs et aux gens, c'est vrai qu'on
apprécie. Toutes les familles. Mais c'est vrai que ça, c'est ce qui manque peut-être le plus, c'est de voir les gens physiquement pour pouvoir faire les câlins, les bisous. Parce que... Pour pouvoir les voir, heureusement la technologie est là et je pense que c'est ce qui favorise aussi beaucoup les trucs. C'est vrai que les grands-parents, on les a toutes les semaines en visio, des amis aussi. Mais c'est vrai que de temps en temps, pouvoir faire une bonne accolade, un bon bisou aux potes et à la famille, c'est vrai que voilà, c'est peut-être ce qui manque le plus. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on a des regrets? As-tu des regrets? Une question large. Regret quoi? Non, en général? Ouais, c'était une question large, il n'y avait pas de précision. Oui, j'ai un regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ah oui. Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire ça maintenant, le regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, oui, mais non, parce que... on n'aurait pas pu le faire financièrement parce que la maison, on n'aurait pas pu, voilà... Il aurait fallu faire d'autres choix au niveau financier, donc le voyage tel qu'on le fait aujourd'hui... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de regret, sauf qu'on se dit toujours, voilà, on se pose toujours la question, pourquoi on l'a pas fait avant? C'est ça en fait, pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on n'a pas laissé nos peurs de côté, de tout un tas de petites choses, je pense aux questions des grands-parents notamment, la retraite, et vous allez plus avoir de sécurité sociale, et tout ce qu'on quitte quand on Comment vous allez faire pour l'assurance, etc. Mais je pense que c'est un système, il ne faut pas se leurrer, dans les autres pays, il y a aussi tout un tas de choses qui fonctionnent, il y a des assurances privées, et puis la retraite, j'ai envie de dire... c'est un vaste sujet aussi, est-ce qu'effectivement elle sera encore, elle existera, quoi, quand, comment. En tout cas, on a toujours fait en sorte de ne pas avoir de regrets dans les choix qu'on a fait dans notre vie à tous les deux, qu'on soit d'ailleurs avant, maintenant, c'est pareil, on fait en sorte de ne pas en avoir des regrets. Et puis de toute façon, il faut vivre sa vie, hein, on dit toujours, alors c'est vrai que ça fait un petit peu gnangnan en sortant cette phrase, mais on n'a qu'une vie, et c'est ça le truc, c'est on n'a qu'une vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux profiter de la vie tous les jours? Alors c'est sûr, il faut avoir des sous, il faut avoir de l'argent, mais il y a des choix à faire. Est-ce qu'on le fait maintenant, on attend un peu, on capitalise, peu importe, mais il faut profiter. C'est malheureusement pas quand on a un certain âge où la santé va peut-être plus être là, l'argent sera peut-être encore moins là, où les enfants, tout un tas de choses. Regardez avec ce qui se passe avec les maladies, les guerres, c'est triste. Je pense que voilà, non, pas de regrets, honnêtement. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées depuis votre départ? Bien non. Si, moi j'ai pas aimé cette période, si quand même. J'ai pas trop aimé cette période de transition, d'adaptation, du changement de rythme. Parce que c'est vrai qu'on a quand même mis à peu près 4 mois à trouver nos marques. Et c'est vrai que cette période-là, là ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on est parti. 7 mois, ouais. C'est vrai que cette première partie, elle était intéressante. Mais elle était quand même difficile intérieurement. C'est difficile parce que même quand on dit ouais super, on quitte tout, on va profiter de la vie, on reste quand même dans une certaine dynamique, on va dire un certain formatage. Et on n'arrive pas dans l'immédiat à sortir, c'est-à-dire que le matin on se lève, on est un peu stressé, quand la journée, j'ai envie de dire on fait rien. Alors on fait jamais rien, mais vous avez compris, on se repose, on prend un peu le temps, on est en stress, on dit mince, il est déjà tard, on n'a pas fait, mais on se dit mais on n'a pas fait quoi, mais on sait pas, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Quitter ce stress-là, ça a mis du temps. L'école, on a mis du temps à s'adapter, ça on en a déjà parlé aussi plusieurs fois. Et du coup ça a été un stress, l'adaptation à ce terme, parce que on a quand même quitté une maison pour vivre dans un camion qui fait moins de 20 mètres carrés intérieur, donc c'est sûr que ça a été de l'adaptation. Mais c'était plus la partie stress. C'est ça, c'est le stress, on reste dedans quoi. On se dit tiens il y a le boulot demain, le week-end est passé, qu'est-ce qu'on fait après? Et on est toujours dans cette dynamique, et c'est vrai que les premières semaines on se mettait le speed. Et quand il y a beaucoup de voyageurs qui le disaient, on rigolait un peu. Enfin c'est pas qu'on rigolait, mais on disait... On arrivait du mal à les croire, on se disait quand même ils exagèrent un peu, mais en fait non, on est toujours dans cette espèce de speed, c'est vrai, permanent. Par contre je pense que la durée elle est propre à chacun, à chaque adaptation. Il y a des voyageurs qui ont mis 6 mois, d'autres 3, voilà, nous on a mis à peu près 4 mois. C'est là qu'on a réussi à lâcher, à se dire mais il faut qu'on voyage plus lentement, qu'on prenne plus le temps, peut-être qu'on voit moins de choses, mais on ne peut pas continuer comme ça, donc... Et du coup c'est vrai que voilà, maintenant beaucoup plus agréable. Ouais, c'est clair. Alors, ensuite, on passe peut-être au niveau véhicule un petit peu. Pourquoi vous avez pris un 6.6 et pas un 4x4? Ça, c'est pour monsieur, ça. Je te laisse répondre. Alors, je vais essayer de faire court parce que forcément, alors ça a été des longs... Tu sais pas faire. Non. Tout de suite, chérie. Ça a été des longs débats avec des gens en disant pourquoi vous prenez un 4x4, vous auriez dû prendre un 4x4, etc. Donc là, tout de suite, il faut enlever comme une certaine légende, on va dire, urbaine. C'est déjà les dimensions du véhicule. Un 6.6 et un 4x4 font globalement les mêmes dimensions. Alors ça peut choquer certains, mais on prendra une famille qui a un 4x4 qui est partie en tour du monde avec un 4x4. Leur longueur totale est à 9 mètres
0,5 et nous avec le 6.6 on est à 10 mètres. Il y a donc 95 cm de différence, donc pas énorme en longueur, c'est-à-dire que en gros on passe partout au même titre qu'un 4x4. Par contre en termes d'habitabilité on gagne quand même presque 1 mètre supplémentaire, ce qui est énorme. En termes de largeur on fait tous la même chose, en moyenne 2,50 m, c'est une législation. Ouais. Et eux, et pour la hauteur ils culminent à peu près à 3,80 m et nous on culmine à 4 mètres parce qu'on a décidé de se mettre en fait à la législation européenne, c'est-à-dire 4 mètres. Donc 20 cm de plus, on aurait pu ne pas les mettre. Mais il n'y a pas beaucoup de ponts qui vont faire une différence entre 3,80 et 4 mètres. Alors ça c'est vraiment important, il faut le dire, c'est que jusqu'à présent, là on touche du bois, partout où on est allé, dans toutes les villes qu'on a fait, on a accès partout, on n'a jamais eu de limitation réelle en termes de taille. Parce que les premières limitations qu'on voit souvent c'est à partir de 4,20 m, donc on passe, et quand on arrive dans des centres-villes où on voit effectivement 3,80 m, mais même à 3,80 m, un 4x4 passe pas. Globalement un 4x4 passe pas avec un peu des aérations, tout ce qu'on veut sur le toit. Et en termes de longueur, je vous dis on a 1 mètre de plus, et dans les villes souvent vous êtes limité à 12 mètres. Pourquoi 12 mètres? Parce qu'en fait inférieur ce sont les bus qui passent, au-delà de 12 mètres on considère que vous savez c'est les camions de livraison avec les semi-remorques. Donc souvent les limitations que vous avez 12 mètres, donc nous à 10 mètres on peut y aller aussi. Après vous dire il y a le tonnage, donc la différence avec le tonnage, on n'a jamais été limité non plus, hein, parce que quand en centre-ville vous êtes interdit au tonnage, c'est interdit au poids lourd point barre, que vous fassiez 10, 20 tonnes, 26, interdiction. Pareil, c'est rare pour le moment nous qu'on ait eu des différences, même au niveau des ponts où c'était limité à 19 ou 26, on n'a pas vu de panneaux. Il y a eu qu'en France, sincèrement, il y a eu qu'en France, on a vu la différence entre 19 tonnes et 26 tonnes, et encore ça nous faisait faire un petit détour de 1 km, parce qu'on peut toujours aller, comme on dit, les chemins de mènent à Rome, on peut toujours aller à un endroit indiqué. Et donc alors pourquoi on a fait ce choix-là sur un C6? 1, l'habitabilité, et de 2, le fait qu'on puisse porter plus lourd nous a permis de partir avec plus d'eau propre, plus de batterie, plus un tas de choses. Voilà, globalement. Quelle est la consommation réelle du camion? 30 litres au 100 en moyenne. Un engin comme le nôtre, ultra puissant en syromotrice. On a vraiment un vrai syromotrice, hein, on va dire toute option sur le châssis pour pouvoir sortir de partout. Quand vous regardez certaines voitures ou certains voyageurs, on a croisé dans des vannes, etc., qui tournaient en moyenne à entre 15 et 20 litres. Je trouve que le ratio est pas si important que ça. Le ratio poids-puissance, embarquement n'est pas si important. Alors 30 litres, ça reste, on est d'accord. Surtout dans les temps actuels. Surtout. Mais voilà, globalement, en moyenne, 30 litres au 100. Ensuite, comment avez-vous assuré Stern? Alors là aussi, c'est un vaste sujet technique. Il faut savoir, et tout de suite je le dis, alors il y en a, ils vont avoir peur, ils vont tout de suite appeler leur assurance. Une assurance française ne couvre que 90 jours à l'étranger, pas un jour de plus. C'est un peu comme les assurances carte bleue, vous êtes à 90 jours à l'étranger, pas un de plus. Nous, on a eu de la chance, donc on va le dire, hein, MMA, la société MMA qui a accepté de nous accompagner. Donc on a un contrat spécifique MMA qui nous assure 1 an en dehors du territoire français et sur toute l'Europe inclus. Voilà, mais j'allais dire par contre que l'Europe, c'est-à-dire que... Non, c'est que l'Europe pour l'instant, ouais. On va passer dans les autres continents, on ne sera plus avec MMA, il faudra prendre une assurance. Voilà, donc MMA nous assure complet sur 1 an en dehors du territoire français sur toute l'Europe. Et ça, je le dis, c'est un contrat spécifique. On l'a négocié. Ça a été négocié et pour une somme tout à fait correcte pour ce genre de véhicule. On a un peu répondu, je vois, à la question d'après. Vous passez pas partout alors avec Stern? Si, on passe presque partout. On n'a jamais été limité. Hein. La seule fois où on a été limité, c'est éventuellement en forêt, parce que les branches étaient un peu basses. Et on s'est dit, allez, on va peut-être pas s'amuser à gratter le dessus de Stern, à prendre le risque peut-être encore d'endommager un peu les spots, mais c'est tout. Sinon, en termes de largeur de route, les largeurs de route doivent... Oui, après on rentre pas dans les petits villages. On s'organise pour ne pas avoir à le faire. Non, et puis de toute façon, n'importe quel poids lourd est interdit dans les petits villages. C'est ça. Donc vous ayez un 4x4 ou autre chose, tout ce qui dépasse les 3,5 tonnes, très clairement dans les petits villages, vous n'êtes pas autorisé. Donc de toute façon. Donc non, on passe partout. Hein. Et la mécanique. Est-ce qu'il faut être mécanicien pour partir? Oui. Ça très clairement, s'il faut des bases, on a beau dire ce qu'on veut, et c'est vrai, un véhicule tout terrain, quoi qu'il arrive tout terrain, vous êtes obligé de mettre la main à la pâte à un moment donné. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de voyageurs qui partent et qui disent on a cassé ça, on est en train de réparer ça.
On vous dit c'est des tout-terrains et autres, ben vous y allez, sauf que ça secoue un peu la mécanique, vous avez des branches, des pierres. Il faut savoir réparer. Non, il faut savoir avoir des bases de mécanique, réparer, ça c'est clair et net. Est-ce que vous changeriez quelque chose sur Stern? Alors nous non, ma fille oui. La couleur, elle voudrait qu'il soit rose avec des licornes et un peu des choses et un peu de paillettes. Ouais. Genre arc-en-ciel. Ouais, mais sinon non, franchement. Non, rien à changer sur Stern. Non, rien à changer. Non, si c'était à refaire, non, on rechangerait rien du tout. On referait exactement les mêmes choix que ceux qu'on a fait jusqu'à présent, que ce soit pour la cabine intérieure, que ce soit pour l'aménagement intérieur, les choix techniques. Oui, alors bien sûr, attention, on répète, ce n'est pas dire ah oui, on a fait les choix, les autres. Non, justement, c'est comme on a pris le temps de faire cette définition technique pendant 6 mois et grâce à d'autres youtubeurs et voyageurs l'expérience qu'on s'est inspiré de, on va dire, toutes leurs, je dirais pas faiblesse, mais leur retour d'expérience. Ouais, leur retour d'expérience en disant bah ça, on n'aurait pas fait ça, on aurait plutôt fait ça. On a essayé de prendre que le bénéfique de leur retour d'expérience pour essayer de construire Stern. Et c'est vrai que globalement, on s'est pas mal débrouillé. Et puis bien sûr aussi grâce à la carrosserie Payard, toujours pareil, grâce aux professionnels qui nous ont accompagnés. Eux, ils ont aussi des idées sympas. Ils disent ah bah tiens, vous devriez faire ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, donc non, franchement. Alors du coup, un petit peu dans le même genre, c'est quoi vraiment votre autonomie? Combien de temps pouvez-vous partir sans recharger? Au niveau électricité, ça on le sait, on en a déjà parlé. 100%, on est complètement autonome. Alors là, bien sûr, les gens disent ah oui, mais s'il pleut, s'il neige, etc. Oui. Alors, sauf s'il neige, comme on est allé au ski, il faut qu'on soit branché, ça c'est clair. Mais après, comme tout voyageur, honnêtement, qui rêve de rester sous la pluie? Genre, ah oui, non, on chasse que les lieux où il y a la pluie. Personne, tout le monde cherche le beau temps. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on voit qu'on arrive sur un spot et puis qu'il pleut 1-2 jours, on regarde la météo, si on voit que pendant 15 jours il va pleuvoir à l'endroit où on est, on bouge. Donc en bougeant, on recharge et on va chercher le soleil. Donc globalement en électricité, à part le ski, on n'a jamais eu besoin de recharger. Autonome pour ça. Le facteur limitant, ça pourrait être l'eau, mais franchement, en prenant des douches régulièrement, franchement, avec l'utilisation quotidienne... On est à 15 jours d'autonomie en eau, il faut pas oublier qu'on a 800 litres d'eau quand même. Et on pourrait peut-être même tirer un petit peu plus cette autonomie en faisant un peu plus attention, je pense. Si on faisait par exemple plus de toilettes de chat, etc., effectivement on pourrait pousser encore plus, mais globalement, voilà, on est à 15 jours d'autonomie. Ce qui revient à la même chose pour les toilettes sèches. Quoique les toilettes sèches, quelque part, c'est un sac. Et après, les toilettes, c'est ça. Donc le facteur limitant, c'est l'eau, l'eau propre, l'eau usée. Et globalement, on est sur 15 bons jours, tranquillement. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a pensé à arrêter notre voyage? Non, mais oui, un petit peu. C'est ça, alors non, oui. Alors ça rejoint une vidéo qu'on avait faite sur la Roumanie quand on avait dit on prend une décision. Là, c'était un peu le titre, la décision radicale. Ouais. C'est vrai que, comme on l'a dit sur les questions auparavant, pendant 3-4 mois, on est dans un espèce de speed, de rush permanent, de l'ancienneté et d'adaptation. À la nouvelle vie, au véhicule, on est les uns sur les autres quand même, on vit vraiment serré, il faut quand même se familiariser avec l'espace aussi, pouvoir se garer, changer de choses, rythme, voilà. Il y a plein de nouvelles choses. Les questions de dire mais qu'est-ce qu'on va faire après, une fois le voyage, on est toujours dans cette dynamique-là. Et que quand on arrive dans un pays en plus qu'on connaît très bien, avec des amis qui nous ont logés dans un grand appartement. Et qui nous ont permis de ralentir le rythme aussi, de changer de rythme à ce moment-là, de vraiment poser les choses. Que j'avais gardé mon contact de relations professionnelles aussi, que ils m'ont tout de suite proposé du travail, etc. C'est vrai qu'on se dit, mince, on est dans un speed. Et là on arrive, on se pose... Tout est beau, tout est rose, on a un travail, tout de suite. Donc la question a traversé l'esprit, mais franchement, arrêter à proprement parler complètement, non. Pas complètement. Non, c'est vraiment... C'était un petit coup de mou provisoire, temporaire. Mais je pense que tout le monde a eu là, pareil, quand on discute avec des voyageurs maintenant, parce qu'on a une communauté de voyageurs. Tout le monde est pareil, en fait. Voilà, c'est juste ce petit coup de mou à un moment donné, quand vous tombez dans un pays où vous avez l'impression, alors soit l'impression ou la réalité, que tout est beau, tout est rose, vous allez trouver du travail facilement, etc. On se dit, tiens, c'est peut-être là où on doit s'arrêter, parce qu'il y a ce coup de mou. Donc on a eu ce petit coup de mou, qu'on a
Voilà, on a passé outre et franchement aujourd'hui ça a été non parce qu'il y a tellement de choses, comme on l'a déjà dit, à découvrir, on n'avait la pas richesse. du tout fait le quart de la moitié du tiers du dixième de ce qu'on voulait Ouais, de voir. la fraction, de la racine de ce qu'on voulait voir qu'effectivement, Donc c'était pas envisageable, Du au tout, fond de nous c'était pas envisageable d'arrêter du tout. notre voyage. Alors, petite question sur l'intimité, et l'intimité c'est pas trop difficile. Ah oui, la fameuse. La fameuse question. Alors d'abord l'intimité, on va parler pas de couple mais d'abord global. Hein. Donc là aussi, hein, ça conforte le choix du 6-6. Oui, ouais. D'avoir un peu plus d'espace, du coup ça permet d'avoir chacun à une chambre déjà. Chacun a sa place, son petit endroit. C'est-à-dire que quand les enfants même se disputent, se chamaillent ou autre, Veulent être tranquilles, veulent être... et bah du coup ils peuvent se mettre Ils ont tranquilles dans leur chambre, leur espace. tranquillement, puis ils ont la lumière, ils ont tout. Tranquille. Nous pareil, quand à un moment donné tu vas être tranquille parce que par exemple quand les devoirs ça n'a pas été simple, tu veux prendre aller un petit quart d'heure pour souffler, tu vas dans notre chambre, tu es vraiment isolé parce que voilà il y a vraiment une partie c'est isolé, il y a un rideau, il y a tout ce qu'il faut et ça te permet d'être tranquille. Et même moi quand j'ai besoin de pouvoir s'isoler, ça c'est vraiment top et voilà. Et le 6-6 permet d'avoir cet espace. Et l'intimité du coup au niveau de la douche et du change, bah ça a été aménagé de telle façon qu'on a toujours un espace où on peut être en intimité tranquille. Parce que même si on n'est pas pudique dans la famille, quand même à un moment donné vous sortez de la douche, vous avez envie d'avoir un peu votre... Voilà, même si vous êtes tout nu, d'être tranquille quand même, de pouvoir passer la crème sur le corps, tout ce qu'il faut, et pas qu'on soit à vous regarder, collé sur vous, ou dans l'espace, je sais pas comment je cale ma crème. Voilà, on a vraiment cet espace, on a créé une espèce d'espace, de bulle dans chaque environnement, où vous êtes tranquille pour pouvoir prendre votre douche et vous habiller et vous composer comme vous voulez. Et puis quant à l'intimité de couple, parce que je pense que c'était quand même le but de la question. Je pense que c'était ça. On a voulu faire les idiots en disant non, il parle peut-être des enfants. Voilà. Bah là, c'est toute une histoire d'adaptation. Alors on a un agenda, on met des croix, on coche. On s'est bien amusé à s'adapter. Hein, voilà, c'est ça. Il faut s'adapter aussi, il faut profiter. C'est comme tout, hein, de dire tiens, on profite d'un voyage, on passe du temps dehors. Voilà, on découvre des choses sympas dehors. Forcément, voilà, c'est une adaptation. C'est comme tout, hein, et on découvre des choses. Tout est possible en fait. Et je pense qu'on se redécouvre aussi, parce que ça donne un petit côté. Sympa, hein, on a l'impression d'être des jeunes, on se cache un peu. Mais non, là c'est. Moi je me fais attaquer d'ailleurs, là je vais faire un câlin. C'est un temps sur la joue. Voilà. C'est un temps carrément. Je pensais que c'était une petite abeille qui faisait une maman. Un temps. Non, les temps, on est envahi de temps. Sale bestiole. Ah là là, ensuite les enfants, est-ce qu'ils sont contents de voyager? Alors. Question. Oui, ils sont contents de voyager. Donc là, ils sont partis jouer, ils sont un petit peu loin pour poser la question. Mais au début, c'était un peu Alors, c'est pas que c'était compliqué au début, c'est qu'ils disaient mais mes copains. Quand un enfant à cet âge-là, à 7-8 ans, est très matérialiste, il est très attaché à son univers, sa grande chambre, ses jouets, et puis aussi un peu les copains, les copines, le poney, les activités qu'ils font. Moi j'adore le poney, comment on va faire sans poney? C'était une des premières questions. Mais comment on va faire de voyager sans poney? C'était même la plus difficile des questions. C'était arrêter l'équitation pour. Mais après, quand ils ont vite compris que... Passer ce moment-là, qu'en fait, quand on ouvre la porte d'un véhicule, on ouvre notre camion, je leur dis toujours, mais c'est votre jardin, c'est le monde entier, la richesse que vous avez, vous pouvez dire que vous avez le monde entier, c'est votre jardin de jeu. Et du coup, ils se le sont appropriés avec le temps. Ils aiment bien, je sais qu'ils aiment bien aussi changer les couchers de soleil, changer d'endroit pour voir les couchers de soleil. Ils apprécient les changements de paysage, ils regardent... Où c'est qu'on va la prochaine fois? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des montagnes ou pas de montagnes? Est-ce que c'est encore la plage? Est-ce qu'on va traverser une frontière? Et c'est quoi comme pays? Donc oui, ils sont devenus très curieux du voyage, et puis des rencontres. Et puis maintenant, leur nouveau jeu, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est les plaques d'immatriculation. Alors là, dès qu'on est parqué, il y a un camping-car, un van aménagé, peu importe, c'est direct, ils sortent, ils filent, ils font le tour. Et puis alors, limite très curieux, c'est carrément, ils toquent, bonjour, how are you, vous appelez comment? Vous appelez comment? Ils reviennent, on peut visiter votre van pour voir un peu comment vous vivez. Alors des fois on est obligé de les reprendre. Non mais voilà, c'est vraiment devenu pour un jeu une passion, ils adorent ça maintenant. Ensuite, du coup, là on passe un petit peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comptez en vivre? Vaste sujet ça. C'est compliqué la mise en place des réseaux sociaux parce que on a voulu faire plaisir en fait à un environnement de personnes, nos familles. Alors, il y en a qui dit moi je fais que Instagram, ça serait cool. Donc pour la famille proche, on a dit ok, on va vous faire Instagram.
Après, il y en a d'autres qui disent « Ah ouais, mais si vous faites pas TikTok, vous êtes des has-been. » Parce que maintenant, c'est TikTok. Alors, on s'est dit « Bon, on va pas être has-been quand même, hein, on est des jeunes. » Donc, on va faire un peu de TikTok. Après, il y en a qui disent « Ah mais moi, j'ai que Facebook. » Par exemple, mes parents, j'ai que Facebook. Oh, attends, ok, on va faire Facebook. Et après, les gens qui disent « Ah oui, mais si vous faites pas YouTube, limite une chaîne de voyage, c'est pas cool. » Voilà, et pourquoi vous feriez pas YouTube pour montrer un peu justement comment vous voyagez, tout ça Alors, voilà. Donc, du coup, on a dit « On va faire un ensemble de choses. » Alors, YouTube et Instagram, on s'est dit on va le faire. Ça va être un peu l'héritage de ce voyage pour nos enfants. C'est-à-dire que toutes les photos qu'on poste sur Instagram, on en a d'autres d'ailleurs, ça va être leur carnet de voyage pour eux plus tard. Si un jour il nous arrive quelque chose, ils pourront dire voilà, on a vécu cette expérience extraordinaire. Donc Instagram, on s'est dit ok. Après YouTube, au début, on n'était pas forcément favorable, mais in fine, on s'est dit qui n'a jamais eu des vidéos d'enfance. Alors moi, j'en ai quelques-unes. Franchement, c'est des heures et des kilomètres de vidéos quand je faisais de l'aïkido à la plage, des trucs imbuvables qu'on n'a plus envie de regarder parce que c'est, il faut le dire, c'est chiant au possible. Le son était pas terrible, l'image était tremblotante des fois. C'est ça qu'on s'est dit, bah c'est vrai, pourquoi pas faire YouTube, en fait des mini-reportages pour leur montrer ce qu'on a vécu, etc. Donc voilà, on s'est dit... Et puis partager avec d'autres aussi, du coup. Et du coup, voilà, en mettant ça en place, nos vidéos de partage, on s'est dit, bah tiens, on va le faire partager à d'autres, pourquoi pas. Si un jour, on s'arrivait que notre chaîne devienne, je sais pas pourquoi, une espèce d'élan, les gens disent, ah c'est top votre chaîne, et qu'on se retrouve avec 1 million de followers et qu'on gagne de l'argent, ah bah je vais pas dire, ah non, je veux pas garder votre argent, j'en veux pas. Bien sûr que si on gagne de l'argent, bah il faut être honnête, on le prendrait. Et puis bah ça serait d'autant d'argent pour continuer le voyage. Et du coup continuer à partager puisque ce sera un équilibre entre voilà, ce qu'on propose et puis ce qu'on reçoit derrière. Donc. Et du coup, est-ce que ça prend du temps? Au nom de Dieu, en restant poli, oui, ça prend beaucoup de temps. C'est ça qui est étonnant, c'est que pour quelque chose qui n'était pas au départ, ça prend un temps phénoménal. Oui, parce qu'on aime bien faire les choses aussi, on essaye de bien faire, de jouer avec les codes comme ils existent, donc de faire de jolies photos. Et du cœur, on y met vraiment quand même... Par exemple pour les photos, c'est vrai qu'on fait un tas de photos sur une journée pour des souvenirs. J'ai une bêtise, on rentre le soir, on a 200 photos. Bah là on se dit on va pas mettre les 200 photos sur Instagram, ça n'a pas... Enfin, franchement ça rime à rien de mettre 200 photos. C'est de dire on va mettre 4-5 photos, mais qui ont été il faut les choisir les plus parlantes pour nous de cette journée. Et aussi si on vous jetait les photos comme ça sur Insta, ok super, mais si on montre les enfants en train de courir, ok c'est les enfants qui sont en train de courir, ça intéresserait pas forcément les gens ou notre famille, mais c'est de pouvoir aussi dire pourquoi ils ont couru, pourquoi on a voulu partager ça. Donc il y a un petit laïus d'écriture qu'on a fait derrière. On essaie de partager vraiment le voyage tel qu'il est. Voilà, de dire, voilà, on vous partage cette photo parce que ça nous a plu. Et voilà pourquoi cette photo, tac tac. Et puis comme on a des amis aussi, historiquement, qui sont étrangers, qui ne parlent qu'anglais, en plus on traduit, donc il y a aussi... Ne serait-ce que pour les Roumains. Ne serait-ce que pour nos amis roumains. On traduit en anglais, et puis on fait de belles rencontres sur la route aussi. On a un couple d'Estoniens qui sont devenus des amis, un couple aussi hongrois, tout ça, on rencontre énormément de monde. Et puis pour continuer à échanger avec eux, voilà, il y a une traduction en anglais. Et puis pareil pour les vidéos, on essaye toujours de faire... On aime bien faire les choses, t'es perfectionniste, il faut le dire aussi. Un petit peu, au final, des questions, parce qu'on aime bien parler, partager, on va peut-être avoir des heures et des heures d'images, mais au final, on va pas vous mettre 2 heures de vidéo, parce qu'il y a des moments qui vont être chiants, trop techniques, on va baragouiner. Bon, c'était la dernière question, de toute façon. Ah merde. Donc voilà, du coup, encore, on va pouvoir discuter. Non. Il est perfectionniste, donc il y passe beaucoup de temps, tu ne sais pas faire quelque chose de bâclé. Non, c'est très compliqué. Enfin, j'espère que c'est pas bâclé, parce que moi j'ai l'impression que c'est pas bâclé, mais après peut-être pour d'autres que c'est bâclé, c'est inintéressant aussi, parce que chaque sujet n'est pas forcément intéressant et tout le monde n'a pas envie de la regarder. Mais voilà, on essaie de transmettre au mieux et le plus naturellement possible ce qu'on a envie. Voilà, je pense que... pour cette petite tour de questions. Ouais, parce qu'on a encore une centaine ou 200 derrière qui reviennent régulièrement. Donc là, justement, à ça aujourd'hui. Ouais, pour pas que ce soit justement trop pénible, on va se limiter à ça. Mais on reviendra une prochaine fois aussi pour d'autres questions. Voilà, j'espère que oui, c'est ça, que ça vous aura éclairé un peu sur notre façon de fonctionner. Vous auront plu. Allez, sur ce, on est reparti pour un voyage. À bientôt. À bientôt.